Allez, on commence avec une petite blague de développeur. Mais ne partez pas tout de suite, parce que derrière cette petite touche d'humour se cache en fait un sujet, eh oui, absolument fondamental de notre monde numérique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, les fameuses API. C'est un terme qu'on entend partout, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, imaginez-les comme le moteur invisible qui fait tourner quasiment toutes les applications qu'on utilise au quotidien. Elles sont partout, mais on ne les voit jamais. Alors voilà notre programme. On va d'abord définir ce qu'est une API, puis voir pourquoi c'est si important. Ensuite, on explorera les différents types, on regardera comment ça marche sous le capot et on terminera avec la sécurité et leur cycle de vie. Prêt? C'est parti. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Section 1, qu'est-ce qu'une API? Au juste. C'est la question fondamentale. API, ça veut dire Application Programming Interface. En français, on pourrait traduire ça par interface de programmation d'application. En gros, c'est un ensemble de règles, une sorte de langage commun qui permet à des logiciels qui n'ont rien à voir les uns avec les autres de se parler tout simplement, d'échanger des informations ou des services. Le mot-clé ici, c'est vraiment le mot contrat. Une API, c'est comme un contrat très strict entre deux programmes. Il définit noir sur blanc ce qu'un programme a le droit de demander, comment il doit formuler sa demande et surtout ce qu'il peut s'attendre à recevoir comme réponse. Pas de surprise, pas d'improvisation, tout est écrit. Et pour que ce soit encore plus clair, il y a une analogie qui marche à tous les coups, celle du restaurant. Imaginez, au restaurant, on ne rentre pas dans la cuisine pour dire au chef ce qu'on veut manger. Non, on parle au serveur. Le serveur, c'est l'API. Il prend la commande, la requête, la transmet à la cuisine, le système, et il nous ramène le plat, les données. C'est cet intermédiaire essentiel qui fait que tout fonctionne sans qu'on ait besoin de connaître la complexité de la cuisine. D'accord, on a compris le principe. Mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que ça a tout changé? Eh bien, la réponse est simple. Ça nous évite de devoir réinventer la roue à chaque fois. L'exemple le plus connu, c'est sans doute celui d'Uber. Quand on lance l'application Uber, on voit une carte, on voit les voitures bouger, mais cette carte, ce n'est pas Uber qui l'a créée. Ce serait un travail colossal qui coûterait des milliards. Non, Uber utilise l'API de Google Maps. Il se branche dessus et récupère toute la puissance de la cartographie de Google. C'est ça la magie des API. Et ça nous amène à plusieurs avantages clés. D'abord, la modularité. On peut construire des systèmes complexes en assemblant des briques plus petites. Ensuite, la réutilisabilité, c'est l'exemple d'Uber. On réutilise un service qui existe déjà, que ce soit pour les cartes, les paiements ou même la connexion via un compte Google ou Facebook. Ça permet aussi l'interopérabilité, c'est-à-dire faire communiquer des systèmes qui ne parlent pas du tout la même langue à la base. Et tout ça, au final, ça débouche sur quoi? L'innovation. On peut créer des services entièrement nouveaux juste en combinant intelligemment des API existantes. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il faut savoir une chose. Toutes les API ne sont pas logées à la même enseigne. Il en existe de plusieurs sortes, de plusieurs saveurs si on veut. La première façon de les classer, c'est par leur niveau d'accès. On a d'abord les API publiques, parfois appelées API ouvertes. Celles-là, tout le monde peut les utiliser comme celle de Google Maps. Ensuite, on a les API internes. Celles-ci sont privées, elles sont utilisées uniquement à l'intérieur d'une entreprise pour que ses propres services communiquent entre eux. Et enfin, il y a les API partenaires, qui sont un peu entre les deux. Elles sont partagées, mais uniquement avec des partenaires commerciaux bien spécifiques. Au-delà de qui peut y accéder, il y a aussi des différences techniques, des styles d'architecture. Les deux grands noms à connaître sont REST et SOAP. Alors, REST, c'est de loin le plus populaire aujourd'hui. C'est un style architectural, pas un protocole strict, ce qui le rend très flexible, léger, rapide. Bref, parfait pour le web et les applis mobiles. Il utilise souvent le format JSON, qui est facile à lire. De l'autre côté, on a SOAP. C'est plus ancien, c'est un protocole beaucoup plus formel et rigide. Il n'utilise que le format XML, il est plus lourd, mais il intègre des standards de sécurité et de fiabilité très poussés. C'est pour ça qu'on le trouve encore dans des environnements très exigeants, comme le secteur bancaire par exemple. Allez, on va soulever le capot maintenant. On va voir un peu plus en détail comment ça marche en se concentrant sur les API REST, puisque ce sont les plus courantes. Une requête à une API REST, c'est un peu comme envoyer une lettre bien formatée. Il y a 4 éléments essentiels. D'abord, l'URL, c'est l'adresse du destinataire, le point de terminaison de l'API qu'on veut contacter. Ensuite, la méthode HTTP, c'est l'objet de la lettre, ce qu'on veut faire. On va y revenir. Puis, l'entête ou header, c'est un peu comme des métadonnées, des infos techniques sur l'expéditeur et le message. Et enfin, parfois, il y a un core, le body, c'est le contenu même de la lettre, les données qu'on envoie. Et donc ces fameuses méthodes HTTP, ce sont les verbes d'action de l'API. C'est vraiment simple. Get, c'est pour donne-moi l'information, pour lire des données. Post, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Put ou patch, c'est pour mettre à jour une information qui existe déjà. Et delete,
Bon, là c'est assez explicite, c'est pour supprimer. Ces quelques verbes standards sont la base de quasiment toutes les interactions sur le web. Ok, mais une API, ce n'est pas juste un truc de développeur qu'on code une fois et qu'on oublie. Non, c'est un vrai produit. Et comme tout produit, il faut le sécuriser. Et il faut le gérer tout au long de son cycle de vie. La sécurité, c'est évidemment le point crucial. On a tous déjà vu ce message. Cette application souhaite accéder à votre compte Google. Comment ça marche? On ne va quand même pas donner notre mot de passe Google à une application tierce. La solution s'appelle l'authentification par jeton ou token. Le standard qui gère ça, c'est OAuth 2.0. L'idée, c'est de donner une sorte de clé d'accès temporaire et limitée, un jeton, sans jamais partager son mot de passe. Et voilà comment ça se passe en pratique. L'application qu'on utilise, le client, va d'abord nous envoyer vers le serveur d'autorisation, par exemple Google. Là, on s'identifie et on donne notre accord. Le serveur d'autorisation donne alors un jeton d'accès à l'application, et c'est seulement avec ce jeton, ce fameux sésame, que l'application peut ensuite aller toquer à la porte de l'API pour accéder à nos données. L'API, elle, ne fait que vérifier la validité du jeton. C'est sécurisé et ça permet un contrôle très fin des permissions. Et pour finir, je le disais, une API a un cycle de vie, comme n'importe quel produit logiciel. Ça commence par la planification et le design, puis vient le développement, les phases de test, le déploiement, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut ensuite la surveiller en permanence, la maintenir, gérer ses différentes versions et même, un jour, prévoir sa mise à la retraite. C'est un travail constant. En résumé, si on doit retenir une chose, c'est celle-ci. Les API sont véritablement les fils invisibles qui tissent toute la toile de notre monde numérique. Ce sont elles qui permettent à toutes nos applications de fonctionner ensemble de manière fluide, de créer ces expériences intégrées qu'on trouve aujourd'hui si naturelles. Alors maintenant, le moteur n'est plus tout à fait invisible. La prochaine fois qu'on utilisera une application, qu'on se connectera à un service, qu'on verra une carte s'afficher quelque part, on saura qu'une API travaille en coulisses. La question que je vous laisse, c'est quelles autres connexions, maintenant que l'on sait ça, va-t-on remarquer dans les outils qu'on utilise tous les jours? Vous verrez, on commence à les voir partout.